Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vois avec vous un exercice qui concerne le logarithme. On va étudier une fonction qui dépend du logarithme. On va essayer d'étudier ses variations, sa dérivée, et puis on va également voir d'autres points essentiels que sont par exemple les primitives. Donc c'est un exercice qui est issu d'un concours, le XMD, qui est un concours d'école de commerce accessible à partir de la terminale. Donc il peut servir au terminal et puis il peut servir à ceux et celles qui préparent ce concours. N'hésitez pas à voir la vidéo jusqu'au bout et à liker, à commenter, à partager, à voir mon site macflix.fr qui contient énormément de formations par module de terminale pour l'instant, mais il va y avoir également énormément de cours pour la première et pour la seconde et voire également pour le supérieur. Donc n'hésitez pas à aller voir, à commenter, à partager et puis à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Bon les amis, ici on a une fonction qui est sous la forme de ln de x moins 1 divisé par x. C'est une fonction qui est définie sur 0 plus infini ouvert. Et donc, il va falloir examiner les 4 propositions que vous voyez à l'écran. Donc, la proposition A, le point d'intersection entre C et l'axe des abscisses, a pour abscisse alpha un réel compris entre 1 et 2. La proposition B, f admet un maximum global qui vaut 2 fois l'exponentielle de moins 3 sur 2. La proposition C, la primitive f qui s'annule pour x égale à 1 et la fonction f définie pour tout x de 0 plus infini ouvert par grand F de x égale ln de x au carré moins ln de x. Et la dernière proposition, OJ est l'unique asymptote verticale de C. Donc on va essayer d'abord d'étudier cette fonction. Donc, parce que pour essayer d'établir la véracité de la première proposition, effectivement ici qui fait appel à une notion de théorème des valeurs intermédiaires, il est nécessaire de faire d'abord l'étude de cette fonction, c'est-à-dire essayer d'étudier ses variations sur l'ensemble de 0 plus infini, sur l'intervalle 0 plus infini. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc correction. Donc la fonction f est définie sur 0 plus infini, donc on va considérer un réel x qui appartient à l'intervalle 0 plus infini ouvert. F de x est égal à 2 ln de x moins 1 divisé par x. Ça, c'est la fonction qu'on va étudier. Donc, la première chose quand on veut étudier une fonction, c'est de voir si elle est dérivable ou pas, et ensuite de calculer sa dérivée. Donc, la fonction ici, en l'occurrence, est dérivable. La fonction f est dérivable. La fonction f est dérivable sur 0 plus infini ouvert, et sa dérivée est f' de x est égal à la dérivée de 2 fois logarithme de x moins 1 sur x'. Donc la dérivée de cette fonction, c'est la dérivée d'une fraction. Donc c'est une fraction qui est sous la forme u sur v. Je vous rappelle que la dérivée d'une fraction, c'est u'v moins uv' divisé par v carré. D'accord? Petit rappel, rappel, la dérivée d'une fraction u sur v est égale à u' fois v moins uv' divisé par v au carré. Donc, ici, je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais dériver d'abord 2 ln de x moins 1' fois x, moins uv', donc moins 2 ln de x moins 1 fois x', et je divise le tout par x au carré. D'accord? Donc u'v moins uv' divisé par v carré. Ensuite, f' de x, la dérivée est égale à la dérivée de 2 fois ln de x, donc c'est 2 fois la dérivée de ln, ça fait 1 sur x, donc ça fait 2 sur x. La dérivée de 1, c'est égal à 0, donc 2 sur x fois x, moins 2 ln de x, moins 1 fois x' qui est égal à 1. Le tout divisé par x au carré. Donc f' de x est égal à 2, puisque je peux simplifier ici x, on obtient 2, moins, entre parenthèses, je peux enlever les parenthèses, tout en faisant attention au signe, donc moins 2 ln de x, moins 1, ça fait plus 1, divisé par x au carré. Donc, on peut rassembler plus 2 et plus 1, ça nous fait donc f' de x qui est égal à 3 moins 2 ln de x divisé par x au carré. Donc voilà, par conséquent, la dérivée de cette fonction.
Donc, ça c'est la dérivée de f' de x. La première étape, donc, c'était de s'assurer que la fonction est dérivable. C'est le cas ici, car la fonction est dépend de ln de x et de x. Donc, c'est une fraction entre deux fonctions dérivables, donc par conséquent dérivable également. Et la deuxième chose à faire, c'est donc la dérivation de la fonction. Donc, on a calculé la dérivée. Maintenant, on doit calculer, donc étudier le signe de cette dérivée. Donc, étude du signe de f' de x. Donc, soit x appartenant, on va considérer un x qui appartient à 0 plus infini. Qu'est-ce qu'on constate ici, les amis? On remarque quoi? On remarque que cette dérivée a au dénominateur une valeur qui est toujours positive. Donc, soit x appartenant à 0 plus infini, x au carré est supérieur strictement à 0. Il ne peut pas être nul, il n'est pas négatif. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On peut donc conclure que le signe de 3 moins 2 ln, que le signe de f' de x dépend de 3 moins 2 ln de x. Le signe de f' de x dépend de 3 moins 2 ln de x. Donc, quand est-ce que 3 moins 2 ln de x est positif? Donc, cherchons les intervalles, ou l'intervalle de x, pour que 3 moins 2 ln de x soit positif. 3 moins 2 ln de x est supérieur ou égal à 0, équivaut à... Cela équivaut à 2 ln de x inférieur à 3. Si je ramène le 2 ln de moins 2 ln de x de l'autre côté, on obtient 2 ln de x inférieur à 3. Donc, ceci est équivaut à ln de x, logarithme de x inférieur à 3 sur 2. Donc, c'est équivaut à ln de x inférieur à 3 demi. Donc, si je veux accéder à x, comme j'ai le logarithme de x, une inégalité qui porte sur le logarithme de x, pour pouvoir accéder à x, il suffit d'introduire la fonction qui neutralise le logarithme, qui est la fonction exponentielle. Donc, x est inférieur donc à l'exponentielle de 3 demi. Donc, résultat des courses, pour que la fonction f' soit positive, c'est-à-dire pour que le numérateur qui conditionne le signe de f' soit positif, il faut que x appartienne à moins l'infini exponentielle de 3 sur 2. Donc, par conséquent, je peux établir le tableau de signes de la fonction. Donc le tableau de signes de la fonction, elle est définie, attention, sur 0 plus infini. 0, il faut l'exclure, ici. Il faut l'exclure car 0 est exclu de l'ensemble de définition. On est défini sur 0 plus infini ouvert. Pour une raison évidente, c'est que je divise par 0, donc il faut que x soit différent de 0 et qu'on a le logarithme de x dans l'expression de la fonction. Et comme vous le savez, les amis, le logarithme de x est défini sur 0 plus infini ouvert. Donc ici, on a 0 plus infini, on intercale entre 0 et plus infini l'exponentielle de 3 demi. Donc f' de x ici va s'annuler en cette valeur singulière de l'exponentielle de 3 demi. Et on vient de démontrer que pour que cette dérivée soit positive, il est nécessaire que x soit inférieur à exponentielle de 3 demi. Donc dès lors que x est inférieur à exponentielle de 3 demi, quand il est entre 0 et exponentielle de 3 demi, c'est positif ici, c'est négatif là. Donc la fonction f est par conséquent croissante sur 0 exponentielle de 3 demi, puis décroissante sur l'exponentielle de 3 demi plus infini. Ce n'est pas suffisant, les amis. On est en terminale et... ou peut-être pas, peut-être vous ne l'avez peut-être pas encore vu, mais pour compléter un tableau de variation, il est nécessaire de calculer les limites aux bornes de l'intervalle. Donc, calculons les limites. D'abord, on va s'intéresser à la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x. Donc, lorsque x tend vers 0 plus, cela veut dire que x tend vers 0 plus pour la fonction de ln de x moins 1 divisé par x. Et donc ici, les amis, si je veux remplacer par 0, donc je vais obtenir au numérateur le logarithme de x qui tend, lorsque x tend vers 0+, je vous rappelle, vers moins l'infini, n'est-ce pas? En 0+, le logarithme tend vers
moins l'infini. Et en bas, je vais avoir un 0 plus. D'accord? Donc, 2 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini moins 1, ça fait moins l'infini. Quand je divise moins l'infini sur 0 plus, ça me donne quoi? Ça me donne moins l'infini, parce que 1 sur 0 plus, c'est plus infini, et moins l'infini fois plus infini, ça nous fait moins l'infini. Ça n'est pas une forme indéterminée, hein. On peut calculer moins l'infini fois plus infini, le résultat, c'est moins l'infini. Donc cette limite, les amis, en 0 plus, de f de x est égale à moins l'infini. Donc moins l'infini ici. En plus infini, quelle est la limite? En plus infini. La limite lorsque x tend vers plus infini de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers plus infini, je vais remplacer par l'expression de ln de x moins 1 divisé par x. Cela nous donne donc la limite lorsque x tend vers plus... Donc si je veux remplacer tout simplement, si je remplace ici le logarithme de x par plus infini, j'obtiens plus infini. Et donc ici, j'obtiens au dénominateur également plus infini. Donc j'obtiens plus infini divisé par plus infini. Là par contre les amis, c'est une forme indéterminée, d'accord? Autant plus infini fois moins l'infini, ça n'est pas une forme indéterminée comme tout à l'heure, mais ici c'est l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc il est nécessaire ici d'éviter cette forme indéterminée. Donc pour éviter la forme indéterminée, on a plusieurs techniques. Donc la première technique, c'est la factorisation. Et on a une technique très simple qu'on peut appliquer ici, qui saute aux yeux, qui est presque intuitive, c'est la technique de séparation. C'est-à-dire en fait, plutôt que de garder le 2 ln de x moins 1 sur x, je vais séparer le numérateur. Je vais écrire tout simplement 2 ln de x divisé par x moins 1 sur x. De cette manière, le 1 sur x, ça fait 1 sur l'infini, et 1 sur l'infini, ça tend vers 0. Donc, ce membre-là tend vers 0. Et ici, le ln de x sur x, je vous rappelle le cours, les amis, c'est une propriété très importante du logarithme. N'hésitez pas à voir le cours complet sur le logarithme sur Matflic, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Le logarithme de x divisé par x, ça tend vers 0. Pourquoi? Parce que entre le logarithme et x, entre guillemets, c'est le x qui va dominer, c'est x qui va l'emporter. C'est-à-dire que je peux négliger la présence de logarithme de x. C'est un moyen mnémotechnique qui permet de mémoriser cette limite usuelle. Et donc effectivement, ici, ça tend vers 0. Par conséquent, la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers plus infini, c'est égal à 0. Voilà. Donc on va avoir une limite qui tend vers 0. Et enfin, pour compléter le tableau de variation, on va essayer de s'intéresser également à la valeur maximale ici. C'est quoi la valeur maximale? Elle est atteinte pour l'exponentielle de 3/2. Donc on va calculer f de l'exponentielle de 3/2, qui est donc égal à 2 fois ln de l'exponentielle de 3/2. Je remplace tout simplement la fonction par x par l'exponentielle, moins 1, et donc divisé par x. X ici, c'est l'exponentielle de 3/2. Donc ça nous fait 2 fois 3/2 moins 1 sur l'exponentielle de 3/2. Donc ici, ça se simplifie. 2 avec 2. Donc on obtient tout simplement, ici, tout simplement 3 moins 1. 3 moins 1, ça fait 2 sur l'exponentielle de 3/2. Donc si je veux avoir un produit, ça fait 2 fois l'exponentielle de moins 3/2. Parce que l'exponentielle de moins n, c'est 1 sur l'exponentielle de n, les amis. Et donc ça, c'est f de l'exponentielle de 3/2, donc qui est le maximum de cette fonction. F de l'exponentielle de 3/2, c'est donc 2 fois l'exponentielle de moins 3/2. 2 fois l'exponentielle de moins 3/2. 2 fois l'exponentielle de moins 3/2. Voilà donc, les amis, pour ce tableau de variation. Donc maintenant qu'on a fait l'étude de cette fonction, on va essayer d'évaluer les propositions ici qu'on va avoir. Donc déjà, ça saute aux yeux que la proposition B est vraie, puisque ici on nous dit que f admet un maximum global qui vaut 2 fois l'exponentielle de moins 3/2. 2 fois l'exponentielle de moins 3/2, effectivement, c'est ce que j'ai trouvé. Donc la proposition vraie, B est vraie. Ça, c'est la première chose.
la deuxième chose, ici on nous dit à la proposition A, le point d'intersection entre C et l'axe des abscisses a pour abscisse alpha qui est compris entre 1 et 2. Est-ce que ça c'est vrai? Alors. Donc ici, comment est-ce qu'on peut répondre à cette question? Il suffit de se souvenir du théorème des valeurs intermédiaires. Alors c'est quoi le théorème des valeurs intermédiaires appliqué ici? C'est lorsqu'une fonction, je rappelle, lorsqu'une fonction est continue, et lorsqu'elle change de signe, par exemple, ou lorsqu'on va avoir un élément qui est compris entre f de a et f de b, si la fonction f est continue sur un intervalle AB, si on a un élément k qui est compris entre f de a et f de b, il existe forcément un alpha pour lequel f de alpha égale à k. En d'autres termes, ici, le théorème des valeurs intermédiaires simplifié, si on a une fonction continue croissante, par exemple, qui change de signe, alors forcément, à un moment donné, elle va croiser l'axe des abscisses. Donc, on peut l'écrire. Ça, on peut l'écrire. Donc, la proposition, déjà, on peut commencer par dire la proposition B est vraie. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour le maximum. Ensuite, pour la proposition A, on doit appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Comment on écrit le théorème des valeurs intermédiaires? Comment on le rédige ici? On peut dire que la fonction f est continue sur l'intervalle sur 0 exponentielle de 3,5, 0 exponentielle de 3,5. De plus, donc elle est continue. De plus, la fonction f change de signe sur cet intervalle, sur 0 exponentielle de 3,5. Pourquoi? Car f de l'exponentielle de 3,5, l'image de exponentielle de 3,5, c'est le maximum qui est égal à 2 fois l'exponentielle de moins 3,5. Comment est l'exponentielle? Quel que soit x appartenant à R, on sait que l'exponentielle est une fonction qui est strictement positive. Donc, puisque l'exponentielle est positive et 2 est positif, le produit de 2 positif est un nombre positif. Et, important, et comme la limite, lorsque x tend vers 0 plus de f de x est égal à moins l'infini, c'est qu'au voisinage de 0 plus, la fonction est forcément négative. Donc, au voisinage, c'est-à-dire à la proximité immédiate de 0 plus, la fonction f est forcément négative. Voilà pourquoi la fonction change de signe. Donc, la continuité plus un changement de signe induit l'existence d'un nombre alpha pour lequel f de alpha égale à 0. D'accord? Et même ici, je dirais même que le alpha est unique ici sur cet intervalle, car la fonction est strictement croissante. Mais ici, on ne nous a pas demandé l'unicité, donc on peut simplement affirmer que f, donc qu'il existe, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, d'après le TVI, il existe un alpha qui appartient à 0 exponentielle de 3,5 tel que f de alpha est égal à 0. Donc, il existe un alpha qui appartient à 0 exponentielle de 3,5 pour lequel f de alpha égale à 0. Donc, c'est un point, effectivement, qui est un point d'intersection entre la courbe de la fonction et l'axe des abscisses. Maintenant, je vais aller plus loin. Comment est-ce qu'on peut vérifier que la proposition qui nous ont soumis ici est vraie? C'est-à-dire que le alpha, n'oubliez pas les amis, ici on nous dit que alpha est entre 1 et 2. Comment est-ce qu'on peut démontrer que alpha est entre 1 et 2? Donc, f de 1, par ailleurs, je vais calculer donc les images de 1 et de 2 par la fonction f de 1 égale à 2 ln de 1 moins, donc ici, 2 ln de x moins
je vais utiliser l'expression de la fonction, qui est 2 ln de x moins 1 sur x, 2 ln de 1 moins 1 sur x qui est égal à 1. Donc ln de 1 étant égal à 0, donc ça me fait moins 1 sur 1, ça nous fait moins 1, qui est négatif, f de 1, et par conséquent un nombre négatif. La deuxième chose, c'est que je vais calculer f de 2 maintenant. F de 2, c'est 2 logarithme de 2 moins 1 sur 2. Donc si je calcule ça, j'obtiens ln de 2 moins 1 demi. Donc ça, c'est positif. Si vous le calculez à la calculatrice, vous obtenez quelque chose de positif. Donc f de 2 est positif, f de 1 est négatif. Donc la fonction f change de signe même sur 1, 2. Donc f change de signe sur l'intervalle 1, 2. Donc alpha, le point d'intersection entre la courbe de la fonction et l'axe des abscisses, est forcément compris entre 1 et 2. Ce qu'il faut voir, les amis, ici, c'est que c'est comme si on avait une fonction. On sait très bien qu'elle va s'annuler, d'accord? Elle est continue croissante. Je vais tracer une allure d'une fonction qui est croissante et qui va s'annuler. Mais comme elle change de signe, je sais que f de 1 est négatif et que f de 2 est positif. Donc le point d'intersection, se trouve forcément entre 1 et 2. Voilà. Donc alpha, effectivement, en effet, appartient à 1, 2. Donc alpha. Donc il existe un alpha qui appartient à 1, 2, qui est compris entre 1 et 2, pour lequel f de alpha est égal à 0, c'est-à-dire l'abscisse du point d'intersection. Cet alpha, c'est l'abscisse du point d'intersection entre la courbe de la fonction et l'axe des abscisses. Donc la première proposition est également juste, est également correcte. La troisième proposition maintenant, la primitive de petit f qui s'annule pour x égale à 1 et la fonction grand F définie pour tout x appartenant à 0 plus infini par grand F de x égale ln de x au carré moins ln de x. Alors, ici, c'est une question très simple. Alors, souvent, quand on vous demande de prouver ou pas qu'une fonction est la primitive d'une autre, le plus simple, ça n'est pas de commencer par la fonction dérivée et de chercher sa primitive, mais de commencer par la primitive et de chercher sa dérivée. C'est la chose la plus simple qu'on puisse faire ici. Donc, il me suffit de prendre la fonction ici, ln de x au carré moins ln de x, de la dériver. Si je trouve que ça correspond à la fonction petit f, c'est qu'effectivement, c'est une primitive. Et donc, pour la partie annulation en 1, pour savoir si elle s'annule en 1, il me suffit de faire grand F de 1 et de calculer, tout simplement, et voir si effectivement cette fonction s'annule en 1. Donc ici, je n'ai pas conclu, mais je vais l'écrire ici. La proposition A est juste. Ensuite, donc, si je prends soit x un nombre qui appartient à 0 plus infini, je vais faire la dérivée de grand F' de x, donc qui est égal à ln de x au carré, je crois. Je crois qu'il me semble que c'était ça, la proposition. Ln de x au carré moins ln de x, et je vais dériver ln de x au carré moins ln de x, le tout prime. Donc, grand F' de x égale à 2. Donc, ici, attention les amis, en revanche, la dérivée d'une fonction avec une puissance. Il faut faire très attention à ce type de fonction. Rappel, lorsqu'on a une fonction u à la puissance n de x', la dérivée c'est n fois u à la puissance n-1 de x fois u' de x. Attention les amis, c'est hyper important. Souvent, vous m'oubliez le u'. Il ne faut pas oublier le u'. Donc, ça se comporte comme x à la puissance n, sauf qu'il faut toujours rajouter la dérivée de la fonction qui est la base de la puissance. Donc, grand F' de x ici égale la dérivée de ln au carré, donc c'est 2 fois ln de x fois la dérivée de ln de x, donc qui est égale à 1 sur x, moins ln' de x qui est égal à moins 1 sur x. Donc ça nous fait 2 ln de x sur x moins 1 sur x. Par conséquent, ça donne 2 ln de x moins 1 sur x.
Donc grand f' de x est égal à ça. 2 ln de x moins 1 sur x. Très bien, donc du coup, déjà, effectivement, on trouve que grand f' de x est égal à petit f de x. Donc, grand f, effectivement, est une primitive de la fonction petit f. Maintenant, il faut qu'on s'assure que grand f de 1 est effectivement égal à 0. Est-ce que la fonction s'annule pour x égale à 1? Donc, on calcule grand f de 1. Si on calcule grand f de 1, grand f de 1 est égal à ln de 1 au carré moins ln de 1. Donc ça nous fait ln de 1 au carré. Ln de 1 c'est 0, donc ça fait 0 moins 0. Ça nous fait 0. Donc en effet, f de 1 est égal à 0. Donc c'est une primitive. C'est la seule primitive effectivement, parce que d'après le théorème des valeurs initiales, la seule primitive qui s'annule en 1, c'est la fonction grand f. Donc grand f est la primitive de petit f qui s'annule en x égale à 1. Donc la proposition C est également vraie. La proposition C est vraie. Elle est vraie aussi. Voilà. Et puis la dernière proposition ici, OJ est l'unique asymptote verticale de C. OJ est l'unique asymptote verticale de C. Donc, je vous rappelle les amis, sur les asymptotes, le principe d'asymptote, c'est une asymptote verticale, c'est lorsque x tend vers un élément. Donc, alors, petit rappel, c'est important. Asymptote, rappel, asymptote verticale. Quand est-ce qu'on dit qu'une asymptote, qu'une fonction admet une asymptote verticale? On a la limite lorsque x tend vers a, un nombre de f de x est égal à plus ou moins l'infini. Si on a cette limite-là lorsque x tend vers un nombre, pas plus l'infini, pas moins l'infini, mais un nombre qui appartient à R, donc le a appartient à R ici, de f de x, ça nous donne plus ou moins l'infini. Alors dans ce cas, la courbe de la fonction, donc c de f, admet la droite d'équation x égale à a comme asymptote verticale en x égale a. Donc ici en l'occurrence, quelle est la limite de la fonction qui, lorsque x tend vers un nombre, est-ce que j'ai une limite qui tend vers l'infini? Effectivement, vous voyez bien ici les amis, lorsque x tend vers 0+, c'est-à-dire que lorsque x est proche de 0+, la fonction f, eh bien, elle tend vers moins l'infini. Donc, c'est comme si elle avait un mur, en fait, c'est l'axe des ordonnées, ici, c'est l'axe OJ, qui est effectivement une asymptote verticale lorsque x tend vers 0. Donc, la dernière proposition, est vraie. Donc, toutes les propositions ici sont vraies, les amis. Donc, les 4 propositions sont correctes. Donc, les amis, si ça vous intéresse, si vous appréciez ma résolution d'exercices et vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à regarder mon site web mathflix.fr où vous trouverez des modules de cours, pour l'instant de terminale, mais bientôt de première, de seconde et même de supérieure, que vous trouverez classés par module, par chapitre, où vous allez avoir des exercices aussi bien rédigés, donc corrigés, une correction détaillée, des vidéos de cours, des vidéos d'exercices. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis les amis, à bientôt.